donc c'est une sorte de feuilleton du bavardage qui a commencé. Bon, malgré l'agacement que provoque ce comportement, parce que nous sommes tous convoqués, tout le monde se met devant sa télé, on écoute, il parle beaucoup, mais il dit rien. C'était un peu contrariant, je crois que je n'ai pas été le seul à ressentir cet agacement. Bon, après, il faut fouiller au milieu de tout ce qu'il a dit. Je mets de côté ce bric-à-brac de mots qu'il a emprunté à tout le monde sur la reconstruction écologique du pays. Après, c'était... Enfin, tout... On avait tous l'impression de s'être fait faire les poches dans son discours. Naturellement, il n'y avait rien de précis, donc il est impossible de commenter quelque chose d'aussi imprécis. Cependant, sur certains points, au milieu de toutes ces paroles, si des choses ont été dites. Et je les prends dans l'ordre. D'abord, il y a ce qu'il n'a pas dit. Je ne vais pas faire la liste, c'est trop long. Mais au moins sur un point, on a des raisons d'être, étonné et agacé. C'est que tout ce qui avait été dit sur le plan hôpital, le personnel hospitalier, tout ça, ça a disparu. Donc raison de plus demain d'être très nombreux dans la rue, parce qu'au rythme auquel ça va, dans une semaine, on aura oublié tout le monde. Hein, et ce ne serait pas juste. Mais ensuite, j'ai noté que sa ligne stratégique pour le retour à l'activité économique aussi étendue que possible, c'est il va falloir travailler de plus. Alors ça, c'est le prototype de la mauvaise idée, parce que ce n'est pas la réponse à la question. À partir du moment où, comme on le sait tous, entre maintenant puis le dernier trimestre de l'année en cours, il va y avoir un très grand nombre d'interruptions d'activité d'entreprise. Donc mieux vaudrait travailler tous moins pour travailler tous, et surtout pour produire davantage. Par conséquent, augmenter le temps de travail de chaque personne est une sottise, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, à condition bien sûr que les revenus soient garantis. Mais encore faudrait-il pour cela qu'ils comprennent bien que nous sommes dans un état d'urgence sociale et que donc il faut mettre en place un bouclier écologique et social qui nous protège de ce qui va arriver. Et donc répondre à chacun des aspects de ce qui va arriver. D'abord renoncer définitivement à sa loi sur l'assurance chômage. Ensuite, tenir compte du fait que si, comme c'est le cas tous les ans, 700 000 jeunes Français arrivent sur le marché du travail à la rentrée, ce seront donc des jeunes gens plutôt qualifiés qui vont arriver, alors il faut leur apporter une réponse parce qu'ils ne pourront pas trouver naturellement leur place sur un marché du travail qui serait saturé par le chômage. C'est la raison pour laquelle je pense que dans l'esprit d'un plan d'urgence, on pourrait demander à ces 700 000 jeunes, pour ceux qui le veulent, de venir donner le coup de main dans le cadre d'un emploi jeune qui serait rétabli pour une durée de 5 ans, avec donc une visibilité pour chacun, pour préparer des concours, préparer sa trajectoire, tout en donnant le coup de main là où on va en avoir besoin d'une manière impérative à la rentrée. C'est notamment à l'école où autrefois les emplois jeunes, j'ai connu ça, j'en ai moi-même mis en place dans le passé, les emplois jeunes peuvent, en CDI et ailleurs, être ceux qui vont aider au rattrapage scolaire, aider à la remise à niveau de tous ces jeunes gens qui auront été ou décrocheurs, ou tout simplement parce que c'était difficile de suivre le niveau chez soi, hein, ou parce que la tablette n'a pas marché, ou que sais-je encore. Donc on a besoin d'eux, on a besoin de leur intelligence. Bon, je prends cet exemple pour donner une idée des choses qu'il serait possible de faire. Mais j'ai été surpris que précisément ils ne disent rien et qu'on continue à avoir l'impression d'un homme qui tâtonne dans le brouillard et fait comme ça, à la va comme je te pousse, chaque semaine ce que ses conseillers lui disent peut-être de faire. Regardez pour l'automobile, 8 milliards, 0 pour le train. 14 milliards pour l'aéronautique, mais Airbus s'apprête à mettre 4 milliards dans l'achat d'avions à Bombardier. On a l'impression de quelque chose qui n'est pas construit ni planifié, parce que ce n'est pas son idéologie, il compte sur le marché. Voilà, alors après, je vous dirais volontiers que le satisfecit qu'il a fait sur l'état de la France est assez surprenant, parce que il dit où est-ce qu'on a aussi bien fait qu'ici, dans pas mal d'endroits, il ferait bien de s'en inspirer et d'y réfléchir, notamment pour... vous avez pu voir que nous avions donc bien raison de le harceler au début sur les masques et les tests, parce que c'est les pays où les masques ont été distribués et les tests ont été faits que la mortalité a été la plus faible. Je terminerai en vous disant que deux choses. D'abord, son propos sur l'Europe est lunaire. Il est le seul à trouver que ce qui a été décidé est bien, parce que même le Parlement européen avait demandé 4 fois plus que ce qui a été décidé en commun avec les Français et les Allemands, et même le commissaire européen nommé par M. Macron, M. Breton, avait demandé lui aussi 4 fois plus.
Donc il nous a fait l'effet d'un homme qui n'était pas tout à fait là dans la situation. Mon dernier mot sera pour les paroles très dures qu'il a prononcées, avec cet air de matamore qu'il se donne à intervalles réguliers, à propos de la jeunesse de notre patrie, qui s'est mobilisée contre les violences policières et contre le racisme. On ne changera rien dans le pays si on ne commence pas par regarder les problèmes en face. Et il ne sert à rien de répéter tous les 5 minutes que tous les policiers ne sont pas racistes, nous le savons tous. Le problème qui nous est posé, c'est pas par ceux qui ne sont pas racistes, mais par ceux qui le sont. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler. On ne le réglera pas si on fait comme s'il n'existait pas. Et enfin, j'ai trouvé déplorable qu'il assigne à résidence politique tous ces jeunes gens qui se sont mobilisés samedi, et pas que des jeunes d'ailleurs, en les traitant de séparatistes. Alors là, je fais référence à toute mon expérience de ce type de situation en France, pendant la période de la décolonisation, et puis de ce que j'ai vu dans le monde. Quand un pouvoir commence à traiter une partie de la population de séparatistes, on est parti dans une très mauvaise pente. Ce n'est pas vrai. Et je voudrais répéter ici que ce fut un moment extrêmement émouvant que celui où toute cette foule, place de la République, après avoir résisté aux provocations des crétins qui étaient montés sur un toit et qui apparemment sont redescendus aussi tranquillement qu'ils y étaient montés, résistant à cette provocation, disant des paroles comme elles devaient être dites à propos de cette personne assez perchée qui avait poussé des cris antisémites, la réponse de Madame Assa Traoré a été d'un sang-froid magnifique. Et enfin, cette merveilleuse Marseillaise qui a retenti sur la place de la République, manifestant l'intention de tout ce monde d'être la patrie telle qu'elle est, le pays tel qu'il est, mais sans les racistes et sans les violences policières. Bref, M. Macron a parlé pour ne rien dire, ce qui fait que ces contradicteurs sont exposés à un exercice compliqué. C'est qu'il faut parler pour dire quelque chose à propos de quelqu'un qui ne dit pas grand-chose. J'espère que je m'en suis pas trop mal sorti devant vous.